Parce que personnellement, je n'ai pas peur du passé. Je n'ai pas je n'ai pas peur du passé parce que je ne me reconnais pas des casseroles. Oui. Et ça, on va le souligner. Et voilà. Donc, quelle est l'opportunité de votre candidature réellement? L'opportunité de ma candidature, c'est qu'au niveau de la communauté internationale tout entière, au niveau des Nations Unies, par exemple, nous savons que depuis les années 95, avec Beijing, parce que j'ai participé à toutes les conférences de Beijing, Beijing et le suivi de Beijing. Depuis, il a été dit qu'il fallait admettre les femmes au poste de prise de décision. Au départ, c'était 30% des postes de responsabilité qui étaient exigés aux différents gouvernements africains et du monde, j'allais dire. Mais figurez-vous que de nombreux États n'ont jamais pu institutionnaliser, je dis bien institutionnaliser, le quota. Et ces dernières années, on en est arrivé à revendiquer la parité, 50-50, des postes de prise de décision. Encore, de nombreux États n'ont jamais pu accéder, ils ne sont même pas passés au-dessus des 30% exigés depuis Beijing, c'est-à-dire depuis 1995, à plus forte raison, parler de parité. Et ma candidature est opportune. Je dis qu'elle est opportune en fonction des actes que j'ai dû poser au niveau de mon pays. Notamment, j'ai amené le régime du président Houphouët à maintenir le ministère de la condition féminine qu'il avait supprimé en son temps. Parce que dans ce ministère, nous avons dû travailler de 83 à 86 sans ministre à la tête de ce ministère. J'ai dû être convoquée parce que j'étais juriste au cabinet par le ministre Ali Ali, le ministre d'État Ali Ali qui faisait les consultations pour me demander, pour me dire que le président Houphouët voulait que je propose quelqu'un pour être à la tête de ce ministère. Ce qui s'est passé. Et la personne que j'ai proposée a pu être nommée ministre de la condition féminine en remplacement de mon ministre, Madame Jeanne Gervais, qui était partie. Au-delà de cela, nous avions les coutumes, je veux dire des coutumes qui étaient véritablement meurtrières et qui le sont encore. Parce que ce sont des coutumes qui, dans leur pratique, provoquent portent atteinte à la santé des femmes et des filles, notamment l'excision. Et j'ai pu convaincre, j'allais dire, la Côte d'Ivoire pour que, enfin, on puisse réprimer l'excision, les mariages précoces et forcés, le harcèlement sexuel. La loi qui a été prise en son temps, je dis les dispositions pénales qui ont été changées ou bien modifiées ou rajoutées, c'était du travail que j'avais effectué. Au-delà de cela, il y a eu plusieurs avant-projets de loi que j'ai dû rédiger. J'ai pris l'initiative de les rédiger, notamment l'avant-projet de loi sur le fisc, les impôts et le genre, parce que jusque-là, les impôts, la femme mariée
est pénalisée au niveau des impôts, comme si elle était célibataire, alors que les enfants profitaient qu'à l'homme. Nous avons eu aussi la situation des veufs qui avaient des difficultés au niveau de la perception de la pension de réversion. C'est-à-dire quand l'épouse du fonctionnaire, le fonctionnaire décède, son épouse perçoit la moitié de la pension qu'il aurait perçue. Tandis que quand l'épouse fonctionnaire décède, le mari ne percevait rien parce qu'on estimait naturellement, la justification que j'en donnais, c'était que la femme était comme un non-être, elle n'était pas citoyenne, puisqu'on cotise, elle cotise quand on a besoin de son argent, mais quand il faut faire le retour, mais elle ne peut pas percevoir, puisque le mari, avant que le mari ne puisse percevoir la pension de réversion de sa femme prédécédée, il fallait que ce mari soit atteint d'une maladie incurable. Alors que cette condition n'était pas posée quand c'était le mari qui prédécédait. Disons que j'ai donné de moi-même, du meilleur de moi-même, pour contribuer à l'évolution de la Côte d'Ivoire, mon pays, depuis le niveau juridique, le niveau politique, le niveau social, etc. J'avais eu même une année où des non-voyants, des handicapés, étaient en grève parce qu'ils se plaignaient de leurs conditions de vie. Ils ont fait une grève de 3 semaines. Et c'était moi qui visitais ces non-voyants. Au moment où ils devaient accepter de négocier, ils ont demandé à voir d'abord Madame Ofoum avant d'aller négocier avec le gouvernement. Je ne peux pas ici vous faire, le détail de toute ma contribution au niveau du travail que j'ai effectué dans mon pays. Parce que j'ai toujours estimé que c'est mon pays et c'est l'intérêt général de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes qui importent pour moi. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit, au lieu de chercher à se servir, mieux vaut servir les autres. Voilà ce que je puis dire à ce niveau-là. Donc, Madame la Présidente, on vous a suivi dans plusieurs de vos interventions. Donc, vous avez souvent parlé en fait d'une façon générique des 12 piliers de votre engagement à la présidentielle. Donc, peut-on en savoir plus par rapport à ces 12 piliers-là? Oui. En fait, ces 12 piliers sont, ont été identifiés pour pouvoir rechercher des stratégies afin de relever tous les défis que nous avons pu identifier au niveau du pays. Donc le premier pilier portait sur une démocratie participative. Une démocratie participative et une bonne gouvernance. La démocratie participative veut simplement dire que nous avons d'abord besoin d'inculquer la culture démocratique au niveau de la jeunesse, au niveau des anciens, faire la formation en la matière. Et dans la pratique, la démocratie signifiant que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais ce gouvernement, un tel gouvernement, doit prendre en compte les minorités,
Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas en compte les minorités, vous aurez la violation des droits humains qui va venir se greffer sur votre gouvernance. Pourquoi? Parce que même les plus faibles ont besoin d'être protégés. On a besoin de compromis, c'est-à-dire de dialogue. Quand par exemple la plus petite minorité se plaint dans une société parce que elle est mécontente d'une décision qui a été adoptée par la majorité, il faut chercher à écouter cette petite minorité. Et par le dialogue, parce que le président Houphouët-Boigny nous a inculqué de régler les conflits par le dialogue. Parce que si vous ne réglez pas vos conflits par le dialogue, vous allez en arriver à faire beaucoup de dégâts. Et au terme de ces dégâts, de ces morts d'hommes, de ces destructions de biens, etc., vous allez vous retrouver encore autour d'une table pour chercher à négocier. C'est déjà trop tard. C'est pourquoi, pour régler le conflit, il faut commencer par le dialogue. Donc il faut tenir compte des minorités, des plus faibles, des plus pauvres. Si d'aventure, si par exemple, nous prenons en compte les difficultés vécues par les paysans et que nous cherchons à prendre des mesures pour protéger ces paysans, il est évident que ces paysans ne pourront qu'adhérer à la ligne politique de la grande majorité. Mais si on les néglige, si on les méprise, il est évident aussi que c'est un peu comme si vous avez craché en l'air, ça vous retombe toujours sur le nez. C'est pourquoi, avant de prendre une décision dans une démocratie, il faut discuter, écouter ceux pour lesquels la décision va être prise. Si on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un dans son dos. Et la bonne gouvernance que nous avons citée là signifie bien que les lois qui doivent être prises après avoir consulté les populations. Il faut des consultations en amont, en aval. C'est-à-dire, après la prise de la loi, même si vous avez consulté les populations avant de prendre la loi, avant l'application de la loi, il faut retourner sur les populations, les sensibiliser pour que tout le monde adhère à la loi qui a été prise.